les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses aujourd'hui, je suis avec une sacrée table. Aïe, 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 aïe. Il y a des légendes du rap français parmi nous. Moi, je suis dans ma chambre, Astrid et Gary, là. On n'est pas dans notre chambre en 1996. Bon, moi, pour moi, hein, t'as vu, parce que moi, je suis un ancien, moi, t'as vu. Mais je suis dans ma chambre en train d'être avec les gens que j'écoutais et que j'ai kiffé. Ouais, c'est beau. C'est magnifique. Ouais. Là, il y a du Time Bomb, meilleure école de rap français, je tiens à le préciser. Il y a Sectora qui suit juste après. Il y a Driver, il y a Rossé. On les a écoutés. Driver, grand respect à lui. Il est venu, fête de la jeunesse, il a rappé, averse, bagarre. En 1998. Il a vu le triangle des Bermudes en pleine action. Ah, j'ai vu, je suis témoin. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je vais vous présenter comme il se doit. Monsieur Rossé, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Tu vas bien? Ouais, tranquillement. J'ai semé grain par grain, j'ai toute la soif de vaincre et puis elle cache encore ma faim. Rêve de gamin, faut qu'on souffre quand ma voix tombe. Je lâcherai pas la personne, le con, j'aimerais changer le monde. Attends-toi, Rossé posé sur toute la galaxie. Problème, il sauve la France. Se créer la censure, créer un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris. Et les répliques aussi. Et le pays nous dit chantez, chantez, chante la France. Qui l'apprécie, tu croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer les crews d'ici. Tu vois tout, mais d'hier tu oublies tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. On veut faire un tube passer en radio, mais je kifferai mon tube et je niquerai ta radio. Elle a pris nos subs, sans porter nos voix, dépolitisa avec l'aide de l'État. Musique francophone, l'aide au développement. Méfie-toi de ces mots, ça cache des colons. Mais autorisé, mon cerveau m'a autorisé, mais je défie l'autorité. Mon principe du vrai, du juste, ça déplaît, sonne pas juste. Vrai que c'est brut, j'en fais même plus si tu le rajustes. La force contre la gangrène des gens, faut que j'engraine déjà vers le bon thème pour l'horizon. J'ai la haine, la rage et la haine qui me brûle et m'enchaîne. Quand je rappe et bouscule les idées qu'on enseigne, je m'esquive sous une pluie fine qu'un froid d'automne entraîne. Et je souris car j'ai compris que si peu comprennent. Ouais, merci. Je suis dans ma chambre. Yes, Tranquille. yes, yes. On Merci, est là. beau montage. Merci à toi. Monsieur Calbo, comment vas-tu? Bonsoir. Et Victor Hugo. Hugo, c'est ça? Hugo. Victor Hugo. Hugo. Et c'est vous avec Barbery, vous nous avez appelé N'Lolo Nzemo. N'Golo Nzemo. Victor Hugo. Aïe aïe aïe, comment vas-tu mon frère? Ouais, très bien. Ça va, tout va bien? Ouais. Tranquille, tu nous viens avec ton ouvrage. Voilà. Que J'ai changé maintenant, je parle, je fréquente des plateaux différents. Ah. Là, ça y est, maintenant, c'est beau ce qui arrive en ce moment. C'est magnifique. De toute façon, on est là pour ça. Exactement. Donc, quand je vois ce qui se passe là et ce qui suit, Mhm. je peux qu'être heureux. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter le titre un peu de ton ouvrage? Oui, donc ça, c'est le livre qui devra changer votre vie, votre existence. Je sais pas où est la caméra, une. Donc ça, c'est... Ben voilà, donc on n'a pas trop eu le temps d'en parler la dernière fois, on aura peut-être plus de temps aujourd'hui. C'est ça. Voilà, donc en plus, le monsieur qui m'a inspiré justement ce truc est là parmi nous, donc on va se présenter, on va en parler tout à l'heure. Okay. Et voilà, j'ai eu du plaisir à écrire ce bouquin et puis on va en parler quoi. Aïe. Elle est à toi, mais sache que tu la perdras si tu la laisses planter là, au lieu de prendre soin d'elle. Le mec j'y rentre et c'est pas à 30 piges que je vais piger. Rester figé à attendre si j'ai quoi bouger. Pour ça j'ai mon QG. Sujet à embrouille, la merde m'a rodé. L'un des comptes tout attaque claque au micro. Les cerveaux je viens dérober. Superstar dans le rétro. Tout ce temps que je cours, et ça pour l'honneur. Et ça pour l'honneur. Je ne regrette rien car j'ai fait de mon mieux. Je ne fais qu'avancer. Arsenic présente la relève. Tu ne pourras pas y échapper, les tests se soulèvent. Ouais, MC, On a le hyper les Calo, C-A-L-P-O. Le texte c'est O. Explosant. 2-0-0. Qui fait courir Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Et guide mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Quel parcours honorable. Voyons. On avait parlé de la pochette déjà Ouais. On en avait parlé Non, la dernière fois, on n'en a pas parlé. Ah, mais... je te jure, c'est une Mais on va en parler, c'est une t'inquiète. belle histoire, hein, cette pochette, je te jure. Exactement.
Chaque fois que je la vois, je dis quelle escroquerie. On va en parler, tranquille. À ta gauche, Monsieur Driver. Salut tout le monde. Comment vas-tu, ça va? En pleine forme, tout Tranquille. va bien. Ouais, je connais les studios. On se voit souvent. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Technique dans ta poire et maintenant je vais laisser la place à l'homme qu'on appelle Driver. Vas-y négro, check le micro sur Gun Killer. Certains disent que je suis cool, viennent et m'accostent. Mais si tu me cherches, je sors mes dents comme le gros coach et Lacoste. Hypocrite, si je t'attrape, je te mords. Les fans, les femmes, présentes ou absentes, je vous adore désormais. Dorénavant, à partir de maintenant, je vous attends. C'était déjà comme ça. Elle est la preuve vivante que les miracles existent. J'espère qu'en elle, il n'y a pas la moindre rancune qui subsiste. J'avoue qu'avant, je me moquais d'elle, maintenant, je veux la conquérir. Première approche, il faut que ça marche, je lâche un gros sourire. T'as envie de moi, vis-toi, amène la mémoire. Tant de rêves, tant d'illusions, Nous font perdre la raison. c'est un, Pour la main, deux, pour la fiction. tant de rêves, tant d'illusions, Nous font perdre la raison. c'est un, Pour la main, pour la fiction. Moi je rêve que le nom Driver soit un jour coté en bourse. Que toutes les mignonnes matérialistes mettent à mes pouces. Toi de là le conducteur arrive. J'aurais Buju Banton, on sont des champions comme Buju Banton. Rapapam pam comme Buju Banton. Rentrer dans la légende comme Buju Banton. Je n'ai plus de mots. Tu vois Je n'ai plus de mots. Merci à toi, mon ami. Bien vu, mon nouveau single Buju Banton disponible sur toutes les plateformes de streaming actuellement. Voilà, c'est tout frais, tout neuf, featuring LMK. Voilà. Aïe. C'est le dernier extrait qu'on a vu là. Exactement. Et j'étais là, ton ouvrage que tu as sorti. Bien sûr, Face le cachée, hors cadre. Voilà le livre. Monsieur Kamal Ousmane, comment vas-tu? Salut, Ça très va? bien, très bien, et toi? Tranquille. Tu as fait partie de la meilleure école de rap français, je le dis dans plein d'émissions, mais Joe, vous nous avez marqué. Merci beaucoup au nom de tout le monde Ouais. dans Time Bomb, merci beaucoup. Je vous ai identifié sur Instagram une fois, j'ai dit je vais tous identifier, frère. Faut que je leur dise Ça fait tous. plaisir, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai vu pas mal de tes posts où tu nous taguais, ça fait vraiment plaisir. Vous nous avez marqué. Toi mon groupe qui a la forme et à la fois la propre école de fans. La fine lame de smooth, Marca Sky. Si t'as mal gataille, bouge. Original, bombe attaque comme le move des Jedi face à la contre-attaque. C'est Kenobi, prends note et n'oublie pas de frotter les rats. Chops qui matent, c'est tous veulent me voir tomber. Rêve seul plombé, j'ai une clique de chroma. Mes frères bombés sont les preuves qu'on voit. De smooth, si tu veux ma tête, trouve-moi dans ce trip là. Moi me convient, le seul combat reste yeux des high. Combien? J'interviens dans vos intervalles. Nique vos interludes et interviews, je porte le danger dans les sommes. Sky, Mr. Kenobi, GDI et X, unis pour Vex. Les acteurs qu'on oublie, nos textes, nos styles prennent de l'ampleur, ça tu l'oublies. Sky, Mr. mon nom stické sur tous les murs, tu sais au hard. Les gros t'es sourd quoi, on est hard, smart. Merci. Je t'ai replongé dans les souvenirs là. Ah oui, exactement ce que j'allais dire. Exactement. Merci de me refaire vivre ça. En plus, il y a ton frère qui est là. Pareil, vos voix elles sont dans ma tête. Donc, grand big up à ton frère aussi qui est là. Grand big up. Merci pour l'invitation. Monsieur Mystique, comment vas-tu? Ça va très bien, mon frérot. J'espère que toi aussi. Salutations ensoleillées à toutes et à tous. On sent le soleil dans ton visage, mon frère. Ton visage est ensoleillé, mon frère. Barakallah ou fik. Fik baraka. Mon restant clean, mes larmes sont les poèmes de ceux qui sont victimes. La vie est vache que je sache pour un lascar sans cash. Car il faut arracher le cash par le bus qui crache. N'importe qui pourrait faire de toi sa proie. Quand tu vis dans un monde où le meilleur et le pire se côtoient. Perpétuel combat entre deux choses opposées. Dans l'état d'esprit, le bien et le mal ne cessent de s'affronter. J'avais vraiment pas prévu que ça se passe comme ça. MYSTIK, mystique, exactamente. Le blé 2, on fume la chose pire qu'un bédo blindé. Je vais te lâcher, te rabot, crier à l'aide. Quand on se balade tranquillement, je le sens, je le vois, l'atmosphère est tendue. Comme si on avait mangé le fruit défendu. Et sur nous seul que bat le froid. Non, je crois pas, je pense qu'il y en a plein dans ce cas. Aucune différence n'est une barrière. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Non mais là on va pleurer en fait, t'as vu? Moi je suis touché, hein, t'as vu? C'était quand t'étais dans ton salon et puis tu voyais Mystique à la télé comme ça. Mystique comment? Il y avait marqué nominé Il au avait MC réussi. Award. Il y avait marqué ça là. Révélation française de l'année. Incroyable. Je m'en souviens. Incroyable. En tout cas, c'est un honneur d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui tu es poétiseur et tu fais des ateliers d'écriture, tu en donnes. Je suis formateur en atelier Voilà, d'écriture exactement. créative et j'ai publié en auto-édition. J'ai publié 4 recueils de poésie.
Et puis ouais, je pense que c'est bien de le préciser parce que souvent quand on dit aux gens qu'on a écrit des livres, ils se rendent pas compte de la somme de travail. Donc je suis venu exprès pour les montrer. Exactement. Voilà, ils sont là les 4. Voilà, mon premier, The Story of My Heart, Punch Life et Poésie. Voilà, montre-le bien dans la caméra, là, comme ça on voit bien même. Voilà, le deuxième il est là, il s'appelle Trace. Voilà. Le troisième, Poésie confinée. Magnifique. Et le tout dernier que le frangin tient, il s'appelle Librement Noir. Magnifique. Magnifique. On peut l'applaudir pour ses ouvrages. Parce que c'est un travail conséquent. Monsieur Gary, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va tranquille. Je suis très content d'être là, mon ref. Mais mon frère, nous-mêmes, on est très contents. Yes, merci de l'inviter. Voilà, ton livre, Be Hip Hop. Be Hip Hop, ici Voilà. même présent, qui raconte toute cette histoire autour du hip hop et toute la philosophie qu'il y a et de tous les gens qui m'ont inspiré dans mon parcours. Il y en a la moitié qui sont autour de cette table, t'as vu. Donc c'est fort. Et on sait aussi que tu t'es inspiré de M. Kamal Ousmane qui est là. J'ai vu ça dans une interview par rapport à son livre Time Bomb. Ouais, bien sûr. True story. Mhm. J'ai lu son livre, je me suis dit c'est un truc de ouf. Faut que je lui écrive. Donc je lui ai écrit. Je lui ai dit ton livre il m'a percuté, t'as changé ma vie, c'est passé un bail. Tu m'as motivé à écrire. Et donc voilà, je lui ai dit je vais écrire. J'ai écrit. Je reviens le voir, je lui dis j'ai écrit. Il m'a dit t'es chaud. Je lui ai dit t'es chaud, tu fais ma préface. Il m'a dit je suis chaud. Magnifique. Belle histoire. Ouais, mais, t'as vu souvent, j'embête les anciens en disant oui, vous n'avez pas assez transmis. Mais là, regarde Driver, il est là, il me regarde, il dit mais Joe, la transmission elle a été faite. Mais c'est exactement ce que je me suis dit en plus. Quand il m'a demandé de faire la préface, je me suis dit, mais si je le fais pas, je veux dire, je vais à l'encontre de tout ce qu'on souhaite pour le hip-hop. C'est hip-hop, tu vois, juste de faire les choses, quoi. Donc bravo à toi. Magnifique. Il y a beaucoup d'amour ici, là. Ouais, de ouf, hein, ça se ressent, putain. Ouais, je suis touché, quoi. Tu vois. Monsieur Astrid, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci de l'invitation. Parce que je trouve que tu as beaucoup de mérite pour avoir donné l'opportunité. Parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Et c'est un honneur pour moi d'être avec des grands noms, des gens que j'ai écoutés. Et merci de l'invitation, quoi, tout simplement. Merci à toi. Tu nous viens avec un ouvrage aussi, Repère. Que je n'ai pas avec moi. Que tu n'as pas avec toi, mais... Que je n'ai pas avec moi, mais c'est mon premier ouvrage, effectivement. Et c'est un livre qui parle de mon parcours en banlieue parisienne, mon parcours d'immigré. Parce que je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. D'accord. Ça raconte un peu tout ça, mon parcours en tant que jeune Camerounais dans les banlieues parisiennes. Et le placement au foyer, il y a beaucoup de sujets de société qui sont abordés dedans. Donc voilà, le livre s'appelle Repère, il est préfacé par le docteur Pierre Duterte, qui est un psychothérapeute que j'ai suivi. Et d'ailleurs, en parlant de transmission, je compte me lancer moi-même dans la formation de psychothérapeute. Magnifique. À côté de ça. Magnifique, très bien. Ouais. Mais est-ce qu'on aurait... Tu vois, frère, quand je te dis... Est-ce qu'on aurait imaginé ça? Est-ce que vous auriez imaginé ça à une époque que des gens issus de ces milieux-là veuillent devenir psychothérapeutes? Moi, je vois des petits à moi qui sont en train de devenir médecins. Est-ce qu'on aurait imaginé ça avant? Tu vois, qui veulent devenir avocats? Moi, franchement, on l'aurait pas imaginé. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, les métiers qui nous étaient proposés à la sortie scolaire, des jeunes issus des banlieues, c'était toujours les mêmes choses. Bon, t'orientais très vite en BEP pour aller faire un métier tout de suite. Tous nos métiers étaient prévus, tu vois, il y avait une liste qui était là. Et tu vois, je sais pas si nos blocs sont construits de telle manière où tu t'élèves pas, tu t'imagines pas médecin, tu t'imagines pas psychothérapeute, tous ces métiers-là, tu dis non. Et aujourd'hui, peut-être grâce à tout ça, ces discussions, ces livres, tout ça, peut-être que justement, on va justement donner une autre orientation, des possibilités à nos jeunes aujourd'hui. Et moi, je le fais aujourd'hui dans les écoles, en parlant aux jeunes, en leur disant que c'est possible. La seule personne qui peut t'empêcher d'aller où tu veux y aller, c'est toi-même. Et quand tu leur rentreras ça dans la tête, ils vont s'élever, mais c'est à nous de le dire et à transmettre, tu vois. Et moi, Mystique est là, il m'a transmis, comme tout à l'heure, tu l'as dit qu'il t'a transmis. Moi, c'est Mystique qui m'a transmis justement l'envie de le faire. Tu vois, c'est et qui m'a donné si tu veux, il m'avait déjà préparé à ce que je vais ressentir quand je vais écrire le bouquin. Donc, je savais déjà ce que j'allais ressentir. Il me dit, quand tu vas recevoir le bouquin, la pochette, écrire, c'est pas, tu fais-le, écris. En fait, on était parti sur une discussion. Moi, j'ai commencé des cours d'écriture. Et en prison et dans les milieux carcéraux, tout ça, tu vois. Et Mystique, comme il était dedans depuis longtemps, je lui en parle. Et je lui dis, ce que je ressens des trucs de fou. Et je lui raconte un peu ce que je ressens, ce que je vis, justement, le fait de venir pendant des semaines et repartir.
Et moi, je suis libre à chaque fois et ces gens, ils sont fermés. Et puis, tu crées des liens. Et je raconte à Mystique et Mystique me dit, j'avais aucune prétention d'écrire, tu vois, c'était juste lui raconter mon ressenti. Et il me dit, mais tout ça, Calbo, il faut que tu l'écrives. J'ai dit, mais comment? Je dis, mais parce qu'il y a justement, les gens aimeraient bien entendre. Parce que lui, il entendait mon récit. Lui, il avait déjà le recul pour dire, mais beaucoup de gens aimeraient entendre ça. Et moi, je dis, ah ouais, mais comment? Écrire, c'est autre chose. Moi, j'écris du rap, mais écrire. Et le premier, après, j'ai croisé Oxmo qui m'a dit, ah, moi, j'écris des bouquins aussi, Calbo, tu devrais le faire. Parce que nos vies, justement, elles ne sont pas communes. Mandela, on est sorti des bâtiments, nos jeux, et puis on a rencontré tout ce monde, ces parcours 25 ans dans la musique, tout ce que vous avez rencontré. Mais écris-le. Et là, je dis, ah ouais. Et donc, on est là aujourd'hui à parler des bouquins de nos vies et de transmettre justement ce qui est important. Avant que les autres répondent, vidéo d'Astrid, s'il te plaît. Ceci n'est pas un clip de rap, ni une fiction. Chacun des jeunes sur votre écran serait en mesure de vous raconter une histoire extraordinaire, leur histoire. C'est pourquoi j'ai écrit la mienne, sans oublier ceux à qui on ne donne pas la parole, mais pourtant si nombreux. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Dans Repère, je vous invite à refaire avec moi ce voyage que j'ai pu faire en 2018, comme un retour aux sources. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Dans ce livre, il est question de choc entre le Cameroun d'hier et la France d'aujourd'hui. Une France où de nombreuses figures paternelles n'ont pu remplacer un père. Une France aussi belle que mouvementée. Deviens ce que tu es, disait un maître à penser. Mesdames et messieurs, comme une carte de visite, comme l'écho d'une pensée sincère, voici Repère. Ouah, t'es chaud. La vidéo, c'est quelque chose. Merci. C'est magnifique, franchement. Ouais, de ouf. Vous en pensez quoi de ce que vous C'est avez magnifique. vu? C'est magnifique et je trouve que... Bah déjà, merci à toi de réunir toutes ces énergies-là, de rendre tout ça possible. Et effectivement, on n'aurait pas pu imaginer tout ça, mais on en parlait en off tout à l'heure avec Calbo, il se passe quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense qu'on est à un vrai tournant. Le changement, parfois, il fait peur. Les gens peuvent penser que le changement, c'est une menace. Mais aujourd'hui, sur cette table, on en a tous conscience que c'est une belle opportunité pour briller à nouveau. Et franchement, Frangin, ce que tu proposes là, les couleurs, les repères, les visages paternels justement que tu évoques, qu'on n'a pas forcément eu, on dirait presque un film. C'est pas écrit, non? Moi j'ai envie de l'acheter, moi, ton livre, même direct. Moi, je vais acheter ton livre, mon frère. Je vais acheter le tien, frérot. Voilà, c'est très très lourd. C'est très très lourd. Merci. Et je vais aller à l'expo de mon frangin Rossé d'ici très peu. Merci beaucoup, ça me touche venant de toi, parce que je te suis aussi beaucoup à distance, ça fait plaisir. En tout cas, pour ce qui est de cette vidéo-là, elle a été faite avec le soutien d'une certaine Jennifer Godefroy, qui fait un travail monstre par rapport à moi, qui me soutient dans tous mes déplacements. Il y a Régis aussi, qui est le producteur et le monteur de la vidéo. L'idée, c'est d'en faire un film, pourquoi pas, l'adapter, le livre. Et en tout cas, pour ce qui est de mon actualité, je serai au Festival du Livre à Paris le 22, 23 et 24 ce mois-ci. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le livre, j'y serai dans un stand pour les dédicaces. Voilà. Ok, magnifique. On peut encore l'applaudir parce que c'est magnifique. Rentrons dans le vif du sujet, mais d'abord il faut que je vous parle, mes frères.
Certains de ceux qui sont autour de cette table représentent notre adolescence ou notre enfance, pour Gary, Astrid et moi. Messieurs, vous nous avez marqués. Jamais au grand jamais nous aurions pensé vous côtoyer un jour. Vous êtes nos super-héros du rap français mieux que dans des films d'action, comme dirait Ellie. Nous sommes ces gremlins qui effaçaient les cassettes de leur maman pour y enregistrer vos chansons, vos albums, vos freestyles. Gary, Astrid et moi sommes de retour dans nos chambres le temps d'une émission. Merci à vous les frères. Merci. Merci à vous. Merci. Faut-il passer par la littérature, par l'écriture, pour transmettre notre culture? Yes. Merci, merci pour l'invitation. Déjà, je ne l'ai pas dit, mais c'est cool. Cette table est magnifique. Moi, voilà, vous me connaissez en tant que rappeur, mais c'est vrai, faut que je le dise pourquoi je suis là. Exactement. Parce que tu as vu, j'ai pas de livre avec moi. C'est en tant que représentant de Hors Cadre, donc la maison d'édition que je représente, qui donc en collaboration avec Face Cachée. Donc ensemble, on a sorti les livres de Manuquet. Là, celui de Driver. Et donc du coup, ça me fait moi avoir une double casquette, donc celle de rappeur, mais celle aussi d'éditeur. Exactement. Et cette casquette, en fait, c'est une casquette, on va dire entre guillemets, d'engagement. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les trucs, on les fait bien, qu'on les fait nous-mêmes, en fait. Et tu vois, le monde de l'édition, c'est comme le monde du rap, c'est comme tous ces mondes-là, où en réalité, si à un moment on maîtrise pas le truc, si on le prend pas en main, si on laisse les autres faire nos choses à chaque fois, comment dire, ça sera pas forcément à notre image, tu vois. Donc c'est aussi une manière un peu de remettre le rapport de force vers nous. Et Mystique parlait à juste titre du changement qui est en train de se passer en ce moment. J'ai l'impression que ce changement, c'est aussi le fait qu'on est maintenant arrivé à une certaine époque où on commence à maîtriser nous-mêmes en fait notre propre événementiel. C'est plus l'événementiel des autres, c'est plus l'événementiel des gens qui sont au-dessus. C'est nous-mêmes qui maîtrisons notre propre événementiel et qui savons comment le maîtriser. Et le monde de l'édition commence à en faire partie, quoi. Et n'oublions pas aussi, parce qu'il y a un truc qui est très important. T'as l'initiative d'un projet qui s'appelle Les Damnés de la Terre. Ouais. Que tu peux nous en parler un peu, et même de ton exposition toute récente. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, ouais, c'est un projet que j'ai mis du temps à faire, on va dire plus de 10 ans. Plus de 10 ans, qui était, ceux qui connaissent ce que je fais, voilà, je rappe. Et ce rap-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui vont se dire « Ah, lui, c'est bien, il dit pas de gros mots. Lui, il passe et tout. » On va dire, voilà... On va essayer un petit peu de tourner le truc, on va dire, dans une autre image, et puis dire, bah voilà, les héritiers, c'est un rap avec les héritiers, c'est Jacques Brel, Brassens, Ferré, etc. Et même si il va y avoir un côté un peu, on va dire, flatteur de ça, tu vas toujours avoir une voix dans ta tête qui va te dire, bah c'est bien, c'est vrai, ouais, moi j'ai pu écouter Brel, Brassens et tout, mais Brel, Brassens, Ferré et tout, ils écrivent bien, mais il y a un truc qu'ils vont pas porter, tu vois, il y a un espèce d'angle mort. Ils vont pas porter les violences policières, ils vont pas porter les quartiers, ils vont pas porter en fait cette poésie de l'urgence que toi tu portes, dont tu as hérité, etc. Comment ce truc-là, tu peux le rajouter? Comment tu peux l'additionner? Et je me suis dit, bah en fait, c'est tout con. Aux États-Unis, la question, elle se pose même pas. C'est-à-dire, on se pose pas la question qui sont les héritiers des rappeurs. On sait qui ils sont. Et pourquoi en France, on nous pose la question? Pourquoi on se pose la question? Pourquoi on n'arrive pas à les trouver? Et ça m'a beaucoup travaillé, cette question-là. Et je me suis dit, ben, à nous, en fait, de les montrer. À nous, en fait, d'aller les chercher et de les faire sortir. C'est-à-dire qu'ils sont tous nos aînés de toutes les diasporas qui sont les rappeurs aujourd'hui. Donc, parlant, je sais pas, de Franklin Bokaka à Kateb Yassine, en passant par... Voilà, toutes ces diasporas, on a tous nos référents. Et ben, pourquoi pas mettre dans un seul projet beaucoup de référents de ces différentes diasporas? Et ce projet-là, l'appelait Parler d'Années de la Terre, avec des morceaux, voilà, c'est les colonisations françaises, donc on appelle ça la francophonie, des morceaux en français des années 70, et les mettre dans un projet. Et ce projet, quand je l'ai sorti, il y avait une note d'intention qui expliquait ça. Sauf que les morceaux, quand on les écoutait, il manquait le contexte du morceau. Mais ouais, ce morceau, il a été fait parce qu'il y a eu un mec qui s'est fait assassiner pour une décolonisation, etc. C'est quoi le contexte? Du coup, pour réexpliquer le contexte, j'ai demandé à 2 historiens de faire un livret avec le projet. Donc, Hamzat Boukari Yabara, qui est historien du panafricanisme, et Naïma Yahi, qui est historienne des exils et des immigrations. Et donc, ils ont écrit le livret qui va avec le projet musical. Et ce projet-là, il a fonctionné, franchement, il a bien marché. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a énormément marché dans les pays anglo-saxons, parce qu'ils se sont dit, ben, ce travail-là, il a été fait dans les pays anglo-saxons, mais il n'a jamais été fait en France.
c'est un tabou. Et donc voilà enfin pour les études postcoloniales, les études coloniales, etc., un projet qui commence à faire référence. Donc ça c'est un truc que j'ai fait parce qu'effectivement nous on commence à prendre en âge, et en prenant en âge on commence à réfléchir aux nouvelles générations et à se dire comment leur transmettre les choses. C'était ce projet-là qui est sorti en 2018 et dans les mêmes dynamiques il y a eu en fait ces idées d'édition, etc., avec Face Cachée, en collaboration, Orcade Face Cachée, c'était dans un peu la même énergie, le même mouvement. On sait que le livre a un caractère précieux en France. On sait tous ici autour de cette table. Pourquoi êtes-vous passé par ce canal pour transmettre notre culture? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est nécessaire? C'est une question que je pose à tous. Parle bien proche du micro, s'il te plaît. Après, est-ce que c'est obligatoire? Je pense pas que ce soit. Enfin, moi, personne m'a mis de couteau sur la gorge. Mais est-ce que c'est important? Après, moi, comme c'est très nouveau, en France, c'était difficile, moi, je pense, hein, de savoir quelle importance ça allait avoir. Tu vois, parce que, bon, il y a 10 ans, je sais pas si des artistes sortaient des bouquins. Donc, en fait, moi, en tout cas, de mon point de vue, j'avais beaucoup de mal à voir les répercussions que ça pouvait avoir sur la culture. Et surtout qu'on est. Enfin, voilà, je connais. Je pense que notre enfance, on n'a pas tous énormément lu de bouquins. En tout cas, moi, quand j'étais gamin, j'étais pas, si tu veux, dans ma famille, c'était pas quelque chose qu'on m'inculquait. Donc, c'est ce que je pensais qu'allait se passer aujourd'hui. Que c'était pas un support qui allait être hyper bien accueilli. Mais en revanche, moi, en fait, si tu veux, j'ai lu Iceberg Slim. En fait, j'ai compris qu'aux États-Unis, ça existait déjà la culture, tu vois, les écrivains noirs, enfin, qui avaient une vraie place. Et quand je dis noir, parce qu'en fait, je parle surtout de ceux qui vivent, qui se rapprochent le plus de ce que nous on vit en France. Tu vois. Et quand je voyais qu'en vérité c'est une littérature qui existait, qui a son succès et qui est très, comment dire, que les gens, ils ne se redemandent pas, mais je veux dire, qui est respectée, je dis bah peut-être qu'en fait en France on devrait comme eux écrire ce que nous aussi on vit. Tout simplement en fait. C'est parce que j'ai vu le modèle américain où je me dis ils sont dans une vraie transmission et en plus de manière différente parce que bon après, enfin je vais dire de manière pas vraiment parce qu'un Iceberg Slim il a quand même influencé Biggie, tu vois, le punchline etc. Mais ouais non, enfin en fait de manière tu vois pas pour conclure mais de manière rapide. Je trouvais qu'on arrivait à dire plus de choses par le bouquin. Et surtout que nous, on a fait l'exercice du rap. Et donc, on sait que le rap s'est enfermé dans un format de 3 minutes environ, qu'il y a une musique, il y a des bacs, etc. Et que peut-être avec le livre, on allait être beaucoup plus détaillé. On allait plus rentrer à la maison, tu vois. Et donc, c'est en ça, et par les Américains, et aussi par le format, que je pense que c'était important de le faire. Après, une obligation, je sais pas, mais je pense que c'était important. Gary? Ouais, je pense que c'est vraiment primordial et je rejoins et c'est surtout nécessaire pour passer de cette transmission orale de la culture hip-hop de façon générale vers une transmission qui est plus écrite parce que le rap ça se consomme, tu vois, beaucoup avec le sens de Louis, donc tu sais, c'est encore oral. Au niveau de la danse, moi le milieu dans lequel je viens, on se transmet le nom des pas, etc. par l'oral uniquement, il y a très peu d'écrits et en fait il va pas y avoir de traces de l'importance du hip-hop dans nos vies, dans nos civilisations actuellement, ce que ça a changé, tout l'héritage que ça porte et l'impact que ça a eu en France, aux US, dans les ex-colonies, qui sont ex qu'à moitié. Mais dans tout ça, en fait, ça, tu vois, un écrit, comme tu disais, c'est sacré, ça reste, et c'est quasi, peut-être pas intemporel, tu vois, mais ça va rester bien plus que des sons ou des transmissions orales. Donc je pense que c'était primordial et quand tu vois, justement, on a beaucoup le regard tourné vers les States parce qu'ils ont un peu d'avance ou vers nos idoles qui sont aussi là-bas ou en Afrique. Et pour ma part, moi, ce qui m'a poussé à vouloir écrire, à part quand j'ai eu le déclic avec Time Bomb, le livre de Kamal, c'est mes idoles ont tous écrit. Tu vois, Hurricane Carter a écrit, Alex Saleh a écrit la bio de X et a écrit Roots. Et Roots, tu vois, Racine, ça nous a tous percutés de ouf, mais pas ce qu'il a écrit. S'il a juste dit, ouais, vas-y, on s'est fait abuser, non, ils nous ont fouettés, c'est des bâtards. Ouais, on est au courant. Mais c'est pas pareil. Quand il a écrit, gars, quand il a écrit Roots, ça a tout changé. Et c'est primordial, ça laisse une trace et ça permet aux gens de prendre conscience d'une autre façon parce qu'il y a ce côté, il y a cette sacralisation du bouquin. Et Dieu merci. Et heureusement. Parce que moi, je pense à Alba Michel, donc la maison d'édition qui publie Time Bomb. Et il y a un endroit où ils ne se rendaient pas compte.
Et c'est en ça que le bouquin, il a été, je pense, utile. Les gens qui viennent de notre milieu, ils ne se rendaient pas compte de l'importance qu'avait le rap dans notre life. Tu vois, et vraiment, c'est-à-dire que, parce que moi, le bouquin, c'est un peu chronologique, je raconte vraiment ma naissance, etc., comment ça se passe à la maison, etc. Et quand le rap arrive, et ce qui se passe après. Mais je suis dans la délinquance, j'ai un père qui est dealer, je commence à vendre de la drogue à 13 ans, tu vois, donc ils sont plongés dans un milieu, et c'est vrai que quand on rappe, peut-être qu'on le dit, mais c'est pas de la même manière que c'est perçu, on le ressent pas de la même manière. Et là, à ce moment-là, on a parlé de l'importance du rap avec ces éditeurs. Genre, mais est-ce que, enfin, c'est le cas de tous les rappeurs? Tu vois, la plupart des rappeurs, ouais, ils viennent de milieux, c'est pas facile. Et le rap renferme énormément de rêves. Donc c'est, je pense, le cas de beaucoup de rappeurs. Et ils ont trouvé ça fou. Et juste pour cette raison, je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir un support. C'est ce qu'on peut dire aussi, l'importance de l'immersion, de la parole véritable. C'est-à-dire que là, ces bouquins, c'est nous. Moi, je le dis souvent dans les interviews, je dis, c'est Arsenic, Bissona, Bisso, mais raconté par moi, par celui qui l'a vécu. Et là, tout de suite, ça prend une autre position, c'est-à-dire que les gens sont immergés dans mon corps, et c'est des yeux de Calbo, pas ceux de Lino, pas ceux de Mystique, pas ceux de... C'est de mes yeux à moi. Et donc, c'est ça le bouquin. Donc, tu rentres, et puis moi, ce que j'ai vu, et c'est presque une vérité, c'est pas presque, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler de notre épopée, de nos histoires, mais ce livre, quand tu vas le lire, c'est l'histoire racontée par celui qui l'a vécu. Parce que tu sais, on sait que la France, elle a une, je le répète souvent dans plein de trucs, hein, elle a une culture plus littéraire que musicale, tu vois. Et est-ce que le fait d'écrire un livre, vu que le livre, comment il est sacralisé en France, ça donne pas accès à un autre public, c'est-à-dire à un public qui est en mode le rap, j'arrive pas avec le rap. On en parlait tout à l'heure là-haut. Ouais, déjà, je vais pas vous embêter, mais déjà ça va toucher notre culture, ceux qui t'ont kiffé, mais aussi d'autres personnes. Moi, j'ai croisé une femme de 76 ans qui m'a parlé de mon bouquin comme personne m'en a jamais parlé. C'est-à-dire que je reçois des messages des gens, je l'ai lu, des fans d'Arsenic, des gens ou des femmes, des hommes qui l'ont lu, ça m'a touché, je l'ai lu d'une traite. Mais quand cette dame m'a parlé de mon bouquin, 76 ans, je lui ai dit de me faire une vidéo à son fils que je vais poster sur Instagram. Elle m'en a parlé comme personne m'en a parlé. C'est une femme qui n'écoute pas de rap. C'est beau ça. Elle a dit, mon fils m'a proposé de lire ton livre. Je l'ai lu, elle est venue, elle s'est arrêtée à côté de moi. J'étais assis, elle m'a tiré les larmes. C'est-à-dire que la manière dont elle m'a raconté le livre, pour moi, c'est pas l'histoire d'un rappeur, c'est l'histoire d'un gars sorti d'un bâtiment cette vie n'avait pas prévu, mais il est allé jusqu'au bout du truc, c'est très motivant. Tu m'as fait rire, pleurer, machin, et j'ai beaucoup aimé la manière dont tu l'as écrit comme si tu parlais. Ouais. On dit, et là, je dis, ouais. C'est ce que le frère Kamal dit, en fait, Frangin. C'est le côté, en fait, ils ne connaissent pas, en fait. Ils ne connaissent pas. Et juste pour mieux articuler peut-être la réflexion ou la pensée, quand on parle de est-ce que la transmission, faut passer par l'écrit, est-ce que la culture, de quelle culture on parle? C'est important de préciser déjà. Est-ce qu'on parle de la culture hip-hop? De quelle culture on parle? C'est important de préciser. Et on doit aussi faire, je pense, attention. On a tendance parfois à répéter nous-mêmes comme ça des poncifs, à mettre des mots dans nos bouches sans les analyser, sans prendre le recul. On va dire, le livre en France est un objet sacralisé. C'est par quel critère en fait? On a quoi comme critère pour dire ça? On répète des choses. Il y a quelque chose que le frère Rossé a dit, que je trouve très pertinent, lorsqu'il dit que en ce qui concerne nos histoires, en ce qui concerne les gens qui nous ont précédés, ceux qui font qu'à un moment donné, on est dans une certaine filiation, on va souvent nous renvoyer à des choses qui sont d'une certaine culture, d'un certain territoire. Je donne un exemple concret. Moi, vous connaissez mon morceau légendaire, Le Fruit défendu. Je ne connaissais pas du tout le sample au moment où je découvre la musique, l'instru en studio. J'écris parce que la mélodie me touche. Lorsqu'on arrive en maison de disque, à l'époque chez Epic, et qu'on fait écouter l'album, je vois qu'ils s'enjaillent tous. En une écoute, le patron de la maison de disque, il veut déclencher les budgets pour aller faire un clip et tout. Et je comprends qu'il y a un engouement. Je découvre en fait que c'est soi-disant Cyndi Lauper. Je ne sais pas qui est Cyndi Lauper. Je ne connais pas ce truc-là. Et direct en interview, le premier rappeur qui reprend Cyndi Lauper. On va me renvoyer à espèce de... Comme si c'était exceptionnel
que je reprenne Cyndi Lauper, parce que je cite Gainsbourg dans le morceau. Waouh, le premier rappeur qui cite Gainsbourg, comme si c'était exceptionnel. Mais moi, je trouve ça presque insultant. Parce qu'en réalité, le fait qu'on nous renvoie toujours vers un certain territoire, certaines cultures qui seraient la norme, on nous nie. C'est là, en cela que le frère, il a raison. Le nègre savant. Exactement. Mais c'est bien d'être un sachant, mais il faut être maintenant dans l'action, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à écrire. Moi, en ce qui me concerne, j'avais l'impression d'avoir, avec l'outil rap, j'avais l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire. Et aussi, comme toi, je trouvais que dans une punchline ou dans une punch life, il n'y avait pas assez d'espace pour exprimer tout ce que j'avais à exprimer. D'où l'idée de livre. Il y a aussi une nécessité intérieure. Il y a un caractère aussi d'urgence. Et puis surtout aussi que il y a un côté un peu noble. Et puis je pense que ça passe aussi par là pour laisser des traces plus pérennes. Driver et Astrid. À Paris, c'est comme aux States, mais on enlève au moins 10 ans. Comme disait notre cher ami. Ça fait bien longtemps qu'aux États-Unis, ils sortent des livres et des ouvrages relatant leur vie. T'as vu LL Cool J, The RZA, Wu-Tang, mon groupe préféré, je tiens à le dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un autre débat. Il y a Russell Simons même qui se permet de sortir des livres sur son hygiène de vie. Tu vois. En France, à ma connaissance, ceux qui ont un peu débuté ce truc-là, me semble-t-il, en 2006, il y a Joey Starr qui avait sorti Mauvaise Réputation, Le Monde de Demain avec NTM, Le Petit Didier. Voilà. Comment se fait-il que en France, les rappeurs, les artistes à rappeurs, aient pris autant de temps pour se mettre à écrire des livres relatant leur vie? Après, voilà, comment cela se fait-il que vous arriviez que maintenant? Je pense que c'est générationnel en fait. Mm. Tu vois, le rap. Moi, en ce qui me concerne, je le répète tout le temps, à chaque fois là, jamais j'aurais pensé écrire un livre. Ça m'est tombé dessus. Honnêtement, il y a eu une demande en fait. J'écumais les radios racontant des anecdotes à chaque fois et les internautes m'ont dit « Driver, tu devrais écrire un livre, jusqu'à ce que des éditeurs me contactent et tout. Et là, je me suis dit « Ok, ça devient sérieux, donc je le fais. » Mais à la base, j'allais pas le faire du tout. Moi, j'avais l'impression que ma vie, elle n'était pas exceptionnelle. Donc à aucun moment, je me suis dit que j'allais la raconter. Il y a eu une demande. Je me suis dit « Bon, s'ils pensent que... » on va le faire. Et là, je vois les premiers retours et je me dis, ok, ils avaient raison, parce que ça se passe plutôt bien, mais moi, c'est-à-dire, s'il n'y a pas cet enchaînement, je suis à la radio, je raconte des anecdotes et les internautes me demandent un livre, je l'aurais même pas fait. Donc, j'aurais même pas été autour de cette table. Et alors, c'est l'humilité de notre éducation, ça. Aussi. Ça nous a trop dit, c'est pas, on peut pas faire ça. Ouais, pourquoi on serait pas dans une ça. bibliothèque, nous aussi. Nos bouquins. Quand je vois nos bouquins là dans une bibliothèque, tu imagines dans une bibliothèque, tu as le chant, les bouquins de mystique. Oh, c'est incroyable. Au final, c'est fou. Je m'en rends compte maintenant, tu vois. Mais à la base, moi, je comptais même pas le faire. Donc, tu dis, à Paris, c'est comme au States, enlève au moins 10 ans. Avec moi, ça aurait été 30 ans, même toute une vie. Je l'aurais même pas fait, tu vois. Et est-ce que le fait de voir tous ces gars le faire, ça t'a convaincu? Moi, je me disais, chapeau, pour eux, truc. Tu vois ce que je veux dire? Quand je voyais le truc, moi, ton livre, tu me l'as envoyé, je l'ai lu. Je me dis, ah ouais, lourd. Mais à aucun moment, je me suis dit, ah, je vais faire le mien. Je me suis dit, ouais, Kamal, lourd. Mystique, je vois tes trucs sur Internet. Et, il écrit des poésies, lourd. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais faire le mien jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. Bah ouais, et là, toi aussi, quand je me retrouve en train de faire ton interview, je suis déjà en train de faire le mien. Toi, tu m'as pas dit. Non, c'était secret encore. C'est profond ce que tu dis, Frangin, quand tu dis que je l'avais pas pensé, parce que je me disais que ma vie n'était pas exceptionnelle. Combien nous sommes à penser que nos vies ne sont pas exceptionnelles? Combien des petits frères on a dans les quartiers? Si tu croises le truc là, dans ce qu'on se dit là, c'est comme s'il y a Mystique avait fait. Moi, grâce à Mystique, j'ai fait. Donc c'est Maître Yoda. J'avais en interview chez Driver. Maître Yoda, c'est lui. Il est en train de le faire. Il me dit rien, mais il est en train de le faire. Donc c'est l'interview. Moi, je suis là en Vitongo. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que le gars qui sort son livre est là. Cette table est incroyable. Après, est-ce que vous pensez pas que les rappeurs sont déjà dans une... Pour moi, je considère qu'un album, c'est un livre. Ouais, je suis carrément d'accord. Est-ce que c'est pas un exercice logique déjà? Mais tu le sais pas quand tu fais du rap. Moi, en écrivant, je me dis, mais en fait, je crois que j'ai déjà fait ça. Tu vois, il y a une certaine facilité. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais
tu vois, tu as envie que ce soit percutant, tu as envie qu'il y ait des images, tu as envie que, tu vois, tous tes réflexes de rappeur, ils reviennent devant ta feuille. Juste qu'il n'y a pas de musique. Par contre, moi, ce vide-là, il m'a fait un peu peur. Tu sais, t'es là, devant ton ordinateur, t'écris, mais il n'y a pas de son. Et tu viens de dire un truc de ouf. Je me suis dit, waouh, oh là là, ça veut dire que là, ce que j'écris, ça doit être important. Ouais. Bah ouais. Tu vois, tu peux pas te cacher derrière un bac, un truc. Alors là, qu'est-ce que tu vas écrire pour que ce soit percutant? C'est vrai. Et là, ça fait un peu, au début, ça m'a un peu fait peur. Mais si, le rap, carrément, il t'y amène. Il t'y amène. C'est beau ce que tu dis, parce que moi le truc qui m'a fait peur en disant peur, on s'entend bien, c'est de me livrer. Un peu plus. C'est dur ça. C'est de s'ouvrir comme tu t'es peut-être jamais ouvert dans le rap. Exactement. Je sais pas, Mystique, moi je me raconte un truc. Et Mystique l'a vécu avec moi, je sais pas s'il s'en rappelle. Parce qu'en plus, dans le bouquin, je dis quand j'écris des trucs, souvent j'ai rappelé les gars avec qui j'ai vécu ces scènes, et j'ai remarqué que dans le cerveau est très sélectif. C'est-à-dire quand tu as vécu un truc dur, souvent le gars, il s'en rappelle pas. Et quand tu le remémores un peu le truc, ah ouais, c'est vrai. Et j'ai vécu un truc avec Mystique, je sais pas si je l'ai déjà raconté. Moi, j'ai perdu mon père. Personne. En 94-95. Et on fait l'album de Bissot. Et moi, je suis quelqu'un, donc je le raconte dans le livre, j'ai pas pleuré ce jour-là. Moi, parce que j'ai accompagné mon père jusqu'au bout dans la maladie. J'étais le seul qui avait le permis de conduire. Donc moi, j'allais, tout ça, machin. Donc je l'ai vu partir jusqu'au bout. Et quand on nous a annoncé son décès, donc tout le monde pleurait, hein, c'était à 3h du matin, j'entends pleurer tout le monde dans l'action, et moi je reste comme ça sans pleurer. Et je reste des mois, des années comme ça sans pleurer. Et un jour, je suis au studio, on est en train de faire Bissot, tout le monde est parti dormir, il est au moins 4h du matin, et Bissot, on écrivait tous, on était chez Passy, il y avait le studio en dessous, et je crois que j'étais avec Mystique et quelqu'un d'autre. L'ingénieur, avec l'ingénieur. Et on fait un morceau, on parle de mon père, et ça fait de nos parents. Et moi, ça faisait des années qu'il était parti, ça faisait au moins, je sais pas combien d'années. Et là, au micro, mes larmes commencent à couler dès que j'ai dit mon père. Et je me vide toutes ces années que j'ai pas pleuré, sortent ce jour-là. Et je vois Mystique de l'autre côté qui est là, qui est blanc comme ça. Et c'est le grand calbo costaud. Et en fait, j'ai été pris d'un truc profond, une boule qui est sortie, en fait, tu gardes. Il fallait et ce jour-là, tout est sorti d'un coup. Et peut-être c'est là que Mystique m'a dit un truc, je sais pas s'il s'en rappellera, de ce truc, il m'a dit, il a attendu que mes larmes sèchent. Hein. Après, je suis revenu à moi, on rigolerait, il m'a dit, moi j'ai toujours cru, tu sais, pendant toutes ces années, même en tant que Bissot, en tant que collègue de Bissot, et j'ai toujours revenu un peu froid, tout ça. Mais là, c'est la première fois que je te vois, Et je m'en souviens, ça m'avait énormément touché justement ce moment-là parce que c'est le résultat des codes. C'est les résultats des codes qu'on accumule comme ça dans nos quartiers, dans nos vies, et on se soigne souvent seul de toutes les problématiques qu'on traverse, tu vois. On n'a pas ces réflexes-là d'aller consulter, d'en parler, donc on garde. Et quand je te vois moi ce jour-là, ce que tu disais pour rebondir, c'est dans le bouquin, c'était ça. Le truc, c'est que à un moment, est-ce que je vais rouvrir ces portes? Exactement. Ça va me... Mais est-ce que l'envie de l'écrire n'a pas quelque part été une envie de te réparer, tu vois, de ces blessures, mais définitivement peut-être, ou en tout cas mieux. Et ben en écrivant justement, moi je l'ai fait au stylo. Je l'ai fait comme j'écris les morceaux de rap, pas à l'ordinateur, pas au stylo. Et donc le fait de prendre le bloc, moi je m'étais organisé de 5h du matin à 7h du matin, j'écrivais une vingtaine de pages. Et voilà, le jour se lève 5h du matin, le cerveau est à 100%, 200%. C'est 7h, les enfants commencent à se lever, j'arrêtais d'écrire, à demain. Et plus j'écrivais, plus je m'ouvrais, et plus des fois je réfléchissais. Est-ce que je vais le dire ça? Est-ce que je vais parler de mon père? Carrément. Allez, et là, j'avais passé justement pourquoi je voudrais raconter cette histoire, parce que j'avais passé le côté, je m'étais vidé ce jour-là, et là, je l'ai raconté plus facilement. Et comme tu as dit au début de l'émission, j'en avais plus de temps pour le raconter. Bien sûr. Et même, j'en ai gardé un peu sous le pied, parce que tu racontes quand même une histoire, il y a un cheminement, tout ça à suivre. Et voilà, donc voilà, pour tout ça pour dire que c'est très important de l'écrire. Moi, j'ai aimé le faire. Et aujourd'hui, ça m'a peut-être changé aussi de le faire. C'est sûr que je pense que ça t'a changé parce que c'est ce qu'on sent qui ressort là de plus en plus, c'est que c'est une thérapie pour nous. C'était le truc de départ par rapport aux psychothérapeutes, c'est une thérapie pour nous. On sait que c'est une thérapie pour les autres parce qu'ils vont s'y retrouver. Ça va aussi les guérir en nous guérissant. En fait, on fait briller notre lumière, on laisse peut-être l'opportunité aux autres de le faire et on sort justement de ce schéma où on est à chaque fois ancré et rattaché à donc notre culture à nous.
c'est chelou si on cite Gainsbourg. Notre culture à nous, on n'a pas des vies exceptionnelles. Notre culture à nous, tu vois, on fait que des CAP, BEP, blablabla, tous leurs trucs en P pour citer un rappeur que j'aime beaucoup. Tu vois, on est que dans ces trucs-là. Et en fait, là, en se guérissant nous-mêmes et en laissant une trace où les autres vont se guérir, on sort et on propose une autre vision de nos vies, nos parcours, et on compte autant que vous, sinon plus. Parce qu'on est une contre-culture et qu'on a vécu dans la douleur, dans l'ombre et dans l'oubli et la souffrance. Et malgré tout ça, on a accompli des trucs de ouf. Et c'est ça qu'on dit, et c'est normal que ça nous touche et qu'on aille au fond du truc. Et tu vois, ce que tu as ressenti, je pense qu'on a tous ressenti en écrivant. Tu vois, mais est-ce que je me reconnais dans tout ce que vous dites là, tout ce que tu as dit, ce que Mystique. Ouais, je crois qu'on est tous passés par ce procédé. Ouais. La vidéo. Mais est-ce que c'est pas faux de dire qu'on n'a pas des vies exceptionnelles? Parce qu'à partir du moment où on est tous uniques, on est tous exceptionnels en vérité. Est-ce que c'est pas faux de dire ça? Parce que moi, c'est différent. On est tous, personne n'est identique. À côté de moi, il y a un Stomy Bugsy et un Passy. Ils vivent des trucs que moi-même, en tant qu'artiste, qui sort des disques aussi, en même temps, je vis pas. Je les vois, les mecs, ils me racontent des trucs. Tu crois que vraiment, moi, à ce moment-là, je me dis, j'ai une vie exceptionnelle. C'est eux qui ont la vie exceptionnelle pour moi. Tu vois, je veux dire, je me suis mis ce baromètre-là. T'as la vie exceptionnelle par rapport à un autre. Sûrement. Mais moi, du coup, je me dis, je vais écrire un livre sur mon passage dans le rap. Mais ça, c'est je sain. me dis, c'est eux deux qui doivent le faire. Non, mais regarde, le complexe de l'imposteur, ça c'est très simple. Moi, ça veut dire que tu te dis que quelle légitimité j'ai à écrire. Ouais, pendant longtemps, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je connais des mecs. Ils ont fait plus de dates que moi, ils ont fait plus le tour du monde que moi. C'est eux qui doivent l'écrire, pas moi. C'est ce que je me suis dit pendant des années. Est-ce que tu sais que les personnes qui ont fait ça, eux aussi se sont dit ça? C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Moi aussi, je me le suis dit. Tu vois? Et pourtant, j'ai fait les dates et j'ai fait les machins. Mais au final, c'est ce que j'ai dit. Le public avait raison. Je l'ai fait. Je suis content de l'avoir fait aujourd'hui. Et je vois que, ok, vous avez peut-être raison. Ma vie est peut-être exceptionnelle. Regarde. Mais voilà, mais je me le disais pas. Est-ce que c'est les vies des gens les plus visibles qui sont les plus intéressantes? Parce que non, moi c'est pas une question que de visibilité. Les mecs, je parle avec eux, ils me racontent des trucs, je mords de rire, ou je pleure, ou truc, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que regarde, moi je suis persuadé. C'est plus profond que ça, c'est plus profond que ça, frangin. Moi je suis persuadé d'une chose. Plein de gens qui nous entourent, tu vois, qui sont pas forcément connus ou visibles, qui sont pas à la lumière. Ils nous raconteraient leur vie, ils écriraient leur vie. Bien sûr, ne serait-ce que nos parents, nos cousins, nos gars qui veulent pas se montrer là. Non, c'est clair. Mais moi, je dis, c'est écrire un livre sur le rap. Oui. Donc moi, j'ai de la chance d'avoir autour de moi des rappeurs qui ont vécu des trucs exceptionnels, selon moi. Donc, du coup, je me dis, mais non, c'est eux qui doivent le faire. Maintenant, si on sort du rap, mais bien sûr, moi j'ai un voisin, il me parle, tu vois. S'il fait un livre, c'est compliqué. On l'a tous, ce voisin. Tu vois, prends juste nos parents. Nos parents, tu sais que nos parents, ils sont pudiques. Ouais, ils sont arrivés en France avec nous, là. Moi, ma mère, un jour, elle balance des trucs au compte-gouttes. Mais elle est là, nos mères sont là, elles sont les plus fortes du monde. On est là dans la Tessie, bam, maman, c'est pas. Mais un jour, elle m'avait dit, alors qu'elle ne l'avait jamais raconté, mais un jour, elle a raconté quand elle est arrivée en France avec ses 7 gosses, partir du Congo comme ça, toute seule jeune. Cet enfant, il disait, là, toi, t'étais là. Et à un moment, l'autre, il est sur le truc des bagages, je le vois partir comme ça. Je comprends pas, je dois lâcher les gosses, mais j'en ai 7. C'est chaud. Et quand elle racontait ça, je disais, waouh, c'est chaud. Traversé en vrai. Chaud. Ah ouais. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Calbo, au sujet de ton père qui repose en paix. Mon père, pour moi, ça a été un prétexte. Tu vois, parce que Repère, je l'ai écrit comme une thérapie. Mais mon père, ça a été un prétexte dans le sens où ça faisait 11 ans que je ne l'avais pas vu. Oui. Je suis arrivé en France, on a été 11 ans séparés. Et un jour, je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller au Cameroun. J'écrivais des petits textes de poésie. J'étais dans ma chambre, je n'étais pas un rappeur. Donc un jour, je vais au Cameroun et je me dis, je vais rester avec lui 3 mois. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je suis resté 3 mois avec lui. Le Cameroun, c'était tendu. Élection présidentielle. Élection présidentielle tendue de ouf. On connaît. Donc j'arrive. Ça, c'est bon. Voilà. On n'en rajoute pas. Donc j'arrive avec le daron et tout. Pardon. Et pendant 3 mois, en fait, on se redécouvre. Oui. La dernière fois qu'il m'a vu, j'étais petit, j'étais tout maigre et tout. Là, il me voit costaud, barbe et tout. C'est mon fils, c'est pas. Tu vois, il y a tout un
Et après, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a eu des rituels, il y a plein de trucs. J'ai fait vraiment un retour vraiment profond. C'est pas, j'allais dans. C'est pas en mode la fête, quoi. Tu vois. Donc j'allais dans le village, les sages, les rituels, plein de trucs. Donc je reviens en France et je me dis, parce que t'es passé par beaucoup de trucs, t'es passé par les foyers, t'es passé par plein de choses, la violence, il y avait plein de trucs. Et en voyant en même temps la gentrification, parce que je vois le quartier change. Il y a des gens qui partent, il y a des nouveaux gens qui arrivent. On n'a plus les mêmes codes. Enfin, ça devient un peu bizarre. Je me dis, si je laisse ça s'en aller, il n'y aura pas de traces. En fait, il y a des gens qui vont venir, ils vont dire, en fait, ça a toujours été comme ça. Donc, je me suis dit, ce que je vais faire, je vais mettre ça sur papier. Et la chance que j'ai eue, ça peut-être qu'il faudrait qu'on en parle, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais pas de perturbateur au moment où j'ai commencé à écrire. Parce que je vivais chez la daronne. Mais ma mère, à ce moment-là, quand moi je reviens du Cameroun, elle va au Cameroun. Ça fait pendant 1 an, j'étais tout seul. Est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que tu entendais par perturbateur? C'était les enfants à 7h du matin? Ou éléments extérieurs qui empêchent la concentration? Personnellement, j'ai pas de gosse, mais je pense que. Après, chacun a son processus d'écriture, tu vois. Mais je pense que si ma mère avait été là au moment où j'ai commencé, impossible. C'est un environnement. Impossible. Donc, du coup, je suis seul avec moi-même et je commence à écrire. Mais j'écris pas en me disant que je vais écrire un livre, que je vais publier. J'écris, je me dis, vas-y, j'écris. Après, et plus j'écris, plus j'ai envie. Ça m'entraînait en fait. Je me disais, en fait, voilà, vas-y, c'est parti. Tu vois. Donc, le père a été le prétexte, ça a été le déclic. C'est un peu le sujet, la relation père-fils, les échanges, l'introspection. Mais mon père a vraiment été, je pense, un prétexte. Et c'est dommage parce qu'en Afrique, je tenais à le dire, en Afrique, il y a des monuments, il y a des gens, c'est des bibliothèques. Mais tu vas voir mon père où il habite. Et j'espère avoir un jour les moyens de le sortir de là. Tu vas voir où il habite et ce qu'il a dans la tête, tu te dis, mais c'est une lumière. Après, je dis ça, je suis fan de mon père, je dis ça, c'est peut-être pas objectif, mais le type, c'est une tête, tu vois. Nous, on y croit. Ton père est une lumière, t'inquiète pas. C'est ce que tu évoquais, même les gens qui nous entourent, qui sont pas forcément dans la lumière. On arrive à la fin de notre entretien. Je sais que. Attends, je vais te dire un truc pour finir le point de la transmission. J'ai fait des cours, je suis intervenu dans des écoles. Et dans la transmission, le prof de français qui est là, un blanc, tout simple, qui dit aux élèves, voilà le gars qui a débaptisé votre quartier. C'était une école dans mon quartier à Villers-le-Bel qui s'appelait à la base la Cerisée. Et avec Lino, on l'a débaptisé, on l'appelait le 6e chaudron. Et 20 ans après, je reviens là-bas dans une école, les enfants appellent le bâtiment le 6. Mais ils ne savent pas pourquoi. Voilà, tu vois. Il me dit, personne n'appelle le bâtiment la Cerisée. Tout le monde dit, j'habite au 6. Les petits, les grands, les filles, les gars, tout le monde, le 6. Tu as raconté tout ça dans le... J'ai raconté tout ça. Voilà, maintenant ça reste. Exactement. Rossé, si tu me permets, voilà, je vais laisser le mot de la fin. Non, pas le mot de la fin. Je vais pas... Non, je voulais juste dire un truc, c'est que moi, ce que je kiffe dans tous vos livres, et c'est par exemple, moi, si tu me dis... Vas-y, lis, il y a un journaliste qui a écrit un livre sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur Chuck D. Un journaliste, il a écrit un livre sur Chuck D, ou non, sur Jay-Z, par exemple, sur Jay-Z, parce que plus success story, ou un livre sur Johnny Hallyday. Je vais pas forcément le livre. Par contre, Jay-Z qui écrit un livre sur lui, qui raconte aussi ses échecs, ses souffrances, ses doutes, là, ça va m'intéresser. Et ce que je trouve que c'est le point commun de tout ce qu'il y a autour de cette table-là, moi, c'est ça qui me touche, si tu veux. Quand je lis un livre, au final, tu vois, tu as beaucoup de trucs, on va dire, le gros événementiel, c'est-à-dire... de l'histoire de Rocky, qu'on kiffe tous, à l'histoire de que ce soit, tu vois, les films américains, The Game, etc. Ils racontent le truc, la souffrance, et puis le succès à la fin. Ce truc-là, je trouve, on en revient d'une certaine manière. C'est pour ça, on a tous autour de nous des gens qui ont vécu des trucs de ouf, mais en réalité, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce que tu disais, Driver, en vrai, moi, ton livre, en fait, ce qui m'intéresse dans ton livre, justement, c'est que c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est justement parce que c'est pas ça. Ton livre, pareil, celui de Manuquet, les vôtres et tout, c'est justement que c'est pas ça. Tu vois, et c'est ça, c'est ce processus, en fait, je pense, qui a fait que ça a changé aussi la donne. C'est qu'on est ressorti de ce truc-là, de l'espèce de truc, on va dire, discours du MEDEF. T'y vas, c'est le succès, t'as pas eu de... Personne, t'as pas eu de doute, t'as pas eu des victoires. Non, c'est pas possible, ça n'a pas existé comme ça. On a besoin de connaître ça. Et je trouve que c'est en ça que les gens, ça les touche. Et ils s'y reconnaissent.
que ce soit notre génération ou même les générations d'en dessous, c'est en ça qu'elles s'y reconnaissent, qu'elles voient justement nos doutes, tu vois, jusqu'à les différentes dépressions, tous ces trucs-là, c'est ça qui touche, parce que c'est en ça, le peuple, dans sa grande partie, c'est ça qui vit en réalité. Il vit pas le truc unique que vivent la resta parfaite et tout, ça, c'est, voilà. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, c'est ce qui me touche dans vos livres au pluriel, c'est ça en fait. C'est l'authenticité, ouais. C'est définitivement le mot de la fin. Après, définitivement, mec. Après, il y a un truc qui tue un peu notre culture, c'est la flemme intellectuelle. Ouais. La flemme qui est l'handicap de la curiosité. Ce que je veux dire, dans le sens où on a tendance à aller vers Netflix plutôt que prendre un bouquin. Et je dis, même pour moi, hein, des fois ça m'arrive. Hein. Il y a des gens qui aiment bien la facilité. C'est rapide, c'est visuel, c'est ta, bon, c'est bon, on classe épisode d'après. Alors qu'un livre, vu que les gens ils ont du mal à être confrontés à eux-mêmes, un livre ça te renvoie à toi-même. C'est parce qu'ils n'ont pas lu nos livres. C'est ça. J'ai juste à dire que, parce qu'en fait, ils nous ont mis une disquette internationale, c'est que ils n'ont pas fait passer le livre pour un divertissement. C'est-à-dire les écrans, tout ce qu'il y a autour. Ok, ça c'est le divertissement. Mais si on nous avait éduqués de manière à ce que le livre soit perçu comme un divertissement et de manière ludique, et en même temps je pense qu'aussi que, bon, après on va dire que je fais le vieux père, mais je pense que c'est une c'est une injonction pour éviter que les gens se réveillent. Ça c'est mon avis. Mais, mettez des librairies à Goussainville. Calbo, je viens de Villers-le-Bel. Moi je suis de Goussainville. Mettez des librairies. Il faut qu'ils mettent des librairies dans les villes plutôt que construire des milliers de stades de foot. Ouais, mais justement, les frères, c'est justement là où il est le problème, en fait. C'est qu'on est constamment en train de donner comme ça nos espoirs, nos avenirs, en fait, à des gens qui, eux, c'est pas leur paradigme. Qui, eux, c'est pas leur... Dans librairie, tu veux dire je vais dire, le fait de dire, par exemple, oui, ils nous ont mis une disquette, c'est qui le il? Je trouve ça un peu trop général. Et à un moment donné, on a l'autonomie, la liberté aussi de mettre dans nos crânes ce qu'on veut. Moi, je pense qu'on doit aussi faire attention au piège de... On parle de sacralisation du livre, que le livre en France est sacré, mais attention, nous-mêmes, on a lutté dans nos différents métiers, on a lutté contre la domination culturelle, on a lutté contre les choses qu'on nous impose. Ne reproduisons pas parce qu'on écrit des livres, parce qu'aujourd'hui, on s'assoit à la table, on parle de livres, et nous-mêmes, avec les nôtres, on reproduit ce truc un peu élitiste. On doit banaliser les choses. C'est juste des parcours d'humains, des parcours de vie, avec des sensibilités différentes, qui viennent, qui se racontent par eux-mêmes, en fait. En tout cas, merci à vous. Et tout à l'heure, on parlait des parents. Vous avez vu, voilà, moi-même, j'espère un jour écrire un livre. Mais avant d'écrire un livre, je vais dire à messieurs Sakanoko de venir sur la table, c'est-à-dire à mon père et mes oncles, pour qu'ils se racontent. Parce qu'à un moment donné, moi je vais l'avoir. Parce que je pense que ce canal que nous avons là, parce que tu as vu, il y a une émergence des médias qui est là, voilà, des médias émergents. Et je pense que nos parents devraient venir s'asseoir sur des tables comme ça. Mais ça, c'est un sujet, c'est un peu ce que tu disais justement, la discrétion des parents. Et nous, le fait que cette discrétion, on la trouve scandaleuse. Eux, ils sont venus avec cette discrétion, France, pays d'accueil. Et nous, le fait que cette discrétion, on la trouve scandaleuse, on la trouve injuste. Ça, c'est un vrai sujet qu'il faut que... Tu vois, et on va. Donc, si vos parents même veulent venir sur la table, on va s'asseoir là et on va discuter. Attends. Moi, je connais la récré. Je connais la récré junior. Donc, tu es en train de nous parler de la récré des parents maintenant. Ah, Joe, dis-nous les choses. C'est un bon titre ou pas? La récré des parents. Frérot, moi, je te prends tout le monde à témoin. Fais-le, c'est une super idée. Tu sais, mais ce qui est marrant, c'est que quand ma mère a lu mon livre, elle est même venue l'acheter quand j'ai fait une séance de dédicace au Cora de Garches. Je vois ma mère arriver, elle prend 2 livres, dédicace, elle s'en va. Je dis waouh, première cliente. Et elle a lu mon bouquin. Maintenant, un jour, je vais manger chez elle, mon sac à sac, elle me dit toi là dans ton livre. Elle a dit que je faisais le métier là. Je dis mais maman, c'est mon livre, c'est mes yeux à moi, d'enfant, c'est mes yeux d'enfant, c'est ce que moi j'ai pensé. Peut-être que c'était autre chose, mais à toi de le raconter. Mais moi, mes yeux d'enfant ont vu ça. Je connais. Ça, on a vu. Si nos parents arrivent là, ils vont dire autre chose. C'est un vrai concept. Une carrière de rappeur là. C'est fini. Avec les parents. C'est incroyable. En tout cas, je vous remercie. T'as vu, j'ai un souvenir parce que je suis obligé de parler de Grigny, t'as vu? Parce que c'est voilà. Calbo, en 98-99, vous êtes venu au studio du Bélier, d'ailleurs, qui a été rasé depuis, et avec monsieur DJ Size de Rouen. Et on a enregistré un freestyle
qui a fait que, tu as vu, nous, après, ça nous a fait connaître dans notre microcosme grignois et du département et de la région. Et ça, je vous en remercie. Toi, les Necks Marrons, il y avait Pete Bacardi, il y avait Battle Mode Click, il y avait des mecs de Rouen, là, tu vois. Et surtout que c'est Miskis qui l'a dit, et je rebondis dessus en disant que faut plus se mettre des barrières, faut plus. Là, on a fait. Faut plus engrainer les gens, dire allez-y. C'est ça. Les bouquins, plus d'artistes aussi, des rappeurs qui doivent raconter. Moi, j'ai envie de lire le livre de Stomy, de Cool Chain. J'ai envie de lire aussi leurs livres, comme tu disais. C'est pas le succès qu'on lit là-dedans, c'est des hommes. C'est ça. Le parcours d'humain, c'est ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Et moi, je pense que vous êtes des précurseurs dans cette époque du fait d'écrire des ouvrages et de les sortir et de relater vos vies, qu'elles soient artistiques ou personnelles. Moi, je pense que vous êtes des précurseurs là, chacun d'entre vous. Tu vois. Donc, c'est important. Et comme tu l'as dit, pour finir, on est en train de créer une synergie. Vous avez vu, nous, on est en train de créer tout un mouvement des médias avec Grice, avec Parole Véritable, avec Driver. On est tous en train de créer une espèce de mouvement. Là. Vous savez, on gesticule de partout. Magnifique, ça. Vous voyez des vidéos de partout là, sur Instagram, vous dites, mais en plus, on fait des featuring entre nous en plus. Pour reprendre le featuring, très très beau podcast qui vous voit les dessus. Donc, en fait, on est en train de créer une synergie. Regarde, tu m'as dit un truc qui m'a touché récemment. Tu m'as dit, j'étais à Marseille, et puis on s'est contacté il y a 5 ans. On s'est expliqué sur ce qui allait se passer aujourd'hui. Tu m'as dit, là, je reviens, et je vois plein d'entités qui se mettent en place pour qu'on travaille ensemble. Et on travaille en plus entre gens qui s'aiment. Exact. Et c'est magnifique. Il y a Grigny, le 9-5. 19e. Voilà, 19e, à Cascais des Comores, tu vois, des Comores. J'ai oublié de le dire. Merci à vous, les frères. Merci à toi. Merci à toi.